Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jonathan pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo de redémarrage de vieux PC, issue de la récup de cet été où je continue à redémarrer les vieux PC que j'ai pu récupérer. Donc ici, l'unité centrale qui va nous occuper pour cette vidéo, ça va être ce Compaq Desk Pro EN, un ordinateur assez compact, voilà, de bureau d'époque, du début des années 2000, de génération Pentium 3. Alors je vais potentiellement, ça dépend s'il fonctionne encore, est-ce que ce truc redémarre encore, je ne sais pas. Donc j'ai masqué le numéro de licence de Windows 2000, voilà, parce que c'est possible qu'en effet, je réinstalle Windows 2000 là-dessus, qui n'est pas totalement encore à la ramasse avec le SP4. Donc voilà, ceci explique cela. Donc état moyen, j'ai envie de dire, d'aspect. Il y a une petite étiquette dessus, alors je sais pas si vous pourrez le voir. Pentium 866, alors 10E, ça va être peut-être 10 Go. 6, je ne sais plus du tout ce que c'est, et 128 mégaoctets de mémoire destinée au marché français. Voilà, c'est des petites étiquettes qu'on retrouve souvent, ça, sur les ordinateurs Compaq. Par contre, je le précise pour les plus jeunes, le Compaq que vous voyez là, c'est le Compaq avant le rachat justement de cette marque par HP. Et à l'époque de la construction et de la conception de ce PC, c'était encore le cas où Compaq était une marque indépendante. D'où la présence de ce logo rouge comme ça à l'ancienne. Alors au niveau de la façade avant, un bouton power, deux diodes, une pour le power on et l'autre pour le disque dur. Entrée micro, prise casque, un lecteur de disquette et un lecteur de CD-ROM, je suppose 48X ou quelque chose comme ça. Alors de dos, c'est vachement plus intéressant parce que donc on retrouve la carte mère qui embarque donc VGA intégré, port USB, du réseau déjà aussi, et contrôleur son, et on a la LIM donc qui est ici. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, ce sont ces cartes réseau. Donc il y en a deux en Ethernet, donc avec du RJ45, et une qui est du Wi-Fi, avec sa petite antenne, voilà, qui d'ailleurs est à moitié déglinguée. Non, ça y est, ça va, je l'ai remis d'aplomb. Elle était complètement tordue avant quand je l'ai eue. Et on a sur les cartes réseau, donc déjà c'est assez anormal d'avoir deux cartes réseau qui ont été rajoutées en PCI, alors qu'il y a déjà la carte réseau, enfin le contrôleur réseau sur la carte mère. Et on a des adresses IP en plus en local 192.168, donc ça c'est des adresses de classe C. Et puis on a la mention DHCP, donc à mon avis ce PC devait servir de routeur passerelle, point d'accès Wi-Fi ou un truc comme ça. Donc je sais pas si on aura justement le Windows 2000 dessus, ça m'étonnerait, c'est possible, mais à mon avis ça va peut-être être un Linux qu'on va voir. Pas sûr pour l'instant, je vous le dis, je l'ai pas démarré. Alors on va l'ouvrir, il faut appuyer des deux côtés. Yeah. Le capot a été fabriqué en mars 2001, et vous voyez justement ça c'est les capots 100% métalliques, enfin 100% métalliques, mais peints, voilà, et donc là-dessus il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas de problème de jaunissement avec ça, à part les trucs en plastique, vous voyez que c'est un peu plus jaune, mais sinon c'est tout. Puis c'est bien crade aussi. Donc c'est là où on voit que c'est bien un PC d'entreprise, puisque vous avez la petite étiquette Microsoft Designed, donc soit pour Microsoft Windows 2000 Pro, ou alors pour NT4 Workstation. Voilà, donc sinon on a cette petite plaque signalétique de description de ce qu'on a sur la carte mère. Voilà, donc ça peut aider en effet en cas de problème et pour bien situer les choses. Je vois pas pourquoi justement ils ne donnent pas ce genre de sticker à coller, par exemple du genre au fond du boîtier, même pour une carte mère lambda, ASRock, MSI, Gigabyte, c'est ce que tu veux, histoire d'avoir un repère quand t'as pas le manuel sous la main. Ça c'est, enfin à ma connaissance, j'ai jamais vu ça. Ça s'est jamais fait. Mais je trouve ça dommage parce que d'avoir une espèce de mémo, de guide comme ça, même bon, celui qui s'y connaît, il s'y connaît, il a pas besoin de ça. Mais bon, pourquoi pas, histoire de rappeler que tel jumper, tiens, ça sert à rien de le chercher sur la carte mère, il est directement là. Ça coûte pas cher, c'est une étiquette, pourquoi ça n'a jamais été donné avec les cartes mères lambda à monter soi-même, quoi. Bien évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais la carte mère, après, tu peux la changer de boîtier, donc ça sert à rien. Oui, mais au moins pour la première fois. Alors, donc ça, c'est un truc qui se lève, voilà, comme ça. Il y a tout un tas de nappes. Alors, disque dur Seagate Barracuda de 40 Go, 7200 tours minute en IDE, avec sa nappe 80 fils. À côté, donc on a
un lecteur de CD-ROM, donc en plus c'est le CD-ROM, alors je pense que ça doit être fabriqué par Samsung ça. SC-quelque, bah, c'est marqué là, je suis bête. Bon, pour vous, je remettrai à l'endroit. Hein. Et donc, ça a été fabriqué en avril 2001. Alors, ce qu'il y a bien sur cet ordinateur, c'est que c'est un chipset i815. Donc, il y aurait potentiellement, je sais plus si c'est les i815 EP, je sais plus, il y avait toute une nomenclature là-dessus. De mémoire, là, je m'en souviens plus, mais il me semble que les i815 était compatible avec les processeurs Tualatin, donc ça peut être intéressant ça. Donc voilà, bon, sous le disque dur, donc on a le processeur avec son petit ventilateur, je sais pas, ça va être du 5 cm ça, ou quelque chose comme ça. Aucun condensateur de NAS, par contre, il y a quelqu'un qui a taxé la pile de la NVRAM, il n'y a pas la pile du CMOS, donc il ne doit pas conserver les réglages, à mon avis, si on les met. Donc là, il manque quelque chose. Il y a aussi quelqu'un qui a débranché le câble analogique du lecteur de CD pour la carte son. Normalement, comme il y a la carte son intégrée, je suppose que ça va quelque part. Ok, ensuite on va essayer de dégrafer cette barrette. On va voir si on a les 128 mégaoctets promis. Alors donc Samsung, si, bah, c'est bien ça. Donc 128 mégaoctets, synchrone, 133 MHz en CL3. Ensuite, on a ce part number de Compaq là, qui rajoute ses propres codes de pièces en interne. Bon, on va la remettre à sa place. Alors, on a ensuite un petit interrupteur ici qui sert justement à savoir si le capot de l'ordinateur a été ouvert ou pas. Donc ça, on le retrouve dans pas mal de PC OEM aussi. Hein. S'il y avait des gens qui voulaient dérober des barrettes de RAM. Donc ensuite, je vais enlever la Riser Board qui supporte justement les cartes PCI additionnelles. Alors les cartes réseau ont été fournies par Compaq. Ah bah ça, elle est là en fait, ça va là-dessus. Donc ça c'est la prise aux et ça c'est la CD audio. Donc pas de Wacom LAN, mais si ça se trouve, pas la peine puisque je sais pas quelle version du PCI on a là-dessus. Donc voilà, deux cartes réseau a priori faites par Intel visiblement. En tout cas ça a été bien installé, ils ont bien mis les vis et tout. Et une D-Link, visiblement ça serait du Wi-Fi G. Donc carte réseau Intel, ça c'est de la qualité, hein. Franchement, par rapport au chipset Realtek, ça n'a rien à voir. En plus j'ai l'impression qu'elles ont leur boot ROM là-dessus, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du PXE avec ça sans problème. Bon, bah, je remets tout ça en place, peut-être essayer de voir sous la lime, non? Parce qu'il y a des trucs intéressants à voir. Donc au niveau des puces, Northbridge, Southbridge, ici on a deux puces Winbond, qui à mon avis irait avec la partie graphique, je pense, ça doit être la mémoire vidéo embarquée puisqu'on a du VGA intégré, hein. Donc lié au Northbridge, donc là à mon avis ça va être la mémoire vidéo. Bon, de toute façon on voit que les traces y vont directement, hein. Donc là c'est la mémoire vidéo pour le chipset graphique. On a donc ensuite le BIOS ici et le Super I/O là, et enfin on a l'impression d'avoir une puce Analog Device qui est proche de tout ce qui est sorti audio, là les deux jacks, donc ça va être le codec, donc la puce audio. Alors pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc noir ici, là? C'est tout simplement le haut-parleur interne de l'ordinateur. Alors, puisque vous savez que sur les cartes mères, vous avez un petit buzzer, ou des fois vous avez un... Ça c'est ce que j'avais expliqué, je crois, dans le Dell, dans le BlaBlaIT 1, sur le Dell, vous aviez un petit haut-parleur interne. Donc c'est ce qui se faisait dans les entreprises, hein, puisque il était hors de question d'avoir deux enceintes multimédia à chaque bureau. Donc dans l'ordinateur lui-même, il y a un petit haut-parleur qui est ici, et donc ça fait, entre guillemets, un peu basse réflexe. Ça permet d'avoir un peu plus de grave, d'enfermer le haut-parleur dans une espèce de caisson. C'est histoire d'avoir un son pas trop nasillard comme on l'entend aujourd'hui, par exemple sur les télévisions LCD bas de gamme, on a un petit truc. Voilà, bah, c'est un petit peu le même principe ici. Donc bah voilà, on a fait le tour vite fait, hein. Par contre au niveau de l'alimentation, parce que Fabien va m'engueuler, tu m'as pas donné l'ampérage de l'alimentation. Alors, voilà les tensions, sachant que donc sur le plus 5 volts 11 ampères, 3,3 volts 11 ampères, sur le plus 12 volts 3 ampères, moins 12 volts, bon qui sert plus à grand chose, 0,15, plus 5 volts aux 2,4 et 3,3 volts aux 1 ampère. Voilà, l'alimentation est universelle, à moins qu'il y ait un réglage derrière, mais elle accepte tout, soit du 100 volts jusqu'au 240 volts en 50-60 Hz, peu importe, donc réparti sur 4 ou 2 ampères selon la tension. Je sais pas s'il y a un sélecteur de tension derrière. S'il y a un sélecteur de tension, il est là.
Donc il faut bien le mettre sur la bonne position. On va remonter ça et on va booter, maintenant qu'on a fait le tour matériellement. Donc il démarre tout seul. Donc évidemment, comme il n'y a pas de pile, il va nous engueuler. Donc là, donc mémoire 128 mégas. Disquette drive A, ouais. Disque de 40 Go. Lecteur de CD-ROM 48X, oui en effet. Si vous utilisez Unix, tiens, ça c'est pas un message qu'on aurait sur un PC de grand public classique. Hein. Si vous utilisez Unix, vous devez configurer votre système à travers l'utilitaire de configuration F10. Checksum invalid, ok, valeur par défaut, chargée. Donc lui il nous propose de sauvegarder les paramètres, donc, enfin, pas les paramètres mais les changements. Et ça ne marche plus. Alors il y a le ventilo de la lime qui ne tourne pas. Elle doit être peut-être thermorégulée, c'est-à-dire que le ventilo ne tourne pas tant qu'elle n'atteint pas une certaine température, mais... Bon, c'est bizarre, là, j'ai demandé à redémarrer et ça ne redémarre pas. Bon, bah tiens. C'est le premier, je crois que c'est le premier qu'on démarre ensemble qui ne redémarre pas. Bah, c'est pas grave, on va l'arrêter dans 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le PC, je l'ai éteint. Mais il y a encore, vous l'entendez, je pense qu'il tourne plus, mais il y a encore la diode d'allumée. Ah non, il tourne plus, je vous jure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il se rallume. Ah, il remarche. Bon, alors déjà, on a une diode fixe en façade. Oh, qu'est-ce qu'il gueule! Alors, memory size error, that time not set. Bon, on va faire du F10 alors. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, il est mal au point celui-là. Donc il commence à démarrer, mais après, dès que tu fais quelque chose, il... C'est marrant ça. Parce que logiquement, il est là. Hein. On va plus maintenant. Ouh là 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 là. Mais c'est inquiétant cette diode qui ne s'éteint pas alors que le PC se coupe. Bon. Des trucs bizarres. Bon, bah, il s'allume plus. Ok, je crois qu'on en a un là qui a besoin d'une bonne maintenance. Putain, qu'est-ce qui se passe? On va enlever ça. Ah, là, c'est... La diode s'est éteinte.